camarades, j'interviens au nom de l'Union départementale CGT et de l'Institut CGT d'Histoire sociale, qui n'est pas un canal historique, mais qui est une association qui milite pour mettre en avant l'histoire sociale au service du mouvement ouvrier. Alors, en ce jour du 11 novembre, devant le monument pacifiste de Mazogues, il est opportun de rappeler que le mouvement ouvrier, première victime de chaque conflit, n'a cessé au cours de l'histoire de lutter pour la paix et que sur le plan syndical, la CGT y a grandement contribué et a occupé une place centrale dans ce légitime combat. Revenons sur quelques périodes qui ont marqué l'histoire. En 1847, Marx écrit dans le Manifeste que les ouvriers n'ont pas de patrie. Le mouvement syndical va se constituer dans chaque pays sous des formes nationales pour lutter contre le patronat et les gouvernements qui défendent les intérêts du capital. Et c'est ainsi que naît en France du rassemblement de 18 bourses du travail, 28 fédérations syndicales d'industrie et de métiers et 126 syndicats autonomes, la CGT, au congrès de Limoges en 1895. La première préoccupation de la CGT est de construire ses organisations et d'organiser des grèves contre le patronat. Mais la question de la paix n'est jamais loin des pensées et réflexions des militants. Jean Jaurès, qui était un pacifiste et un internationaliste, a toujours posé la question de la paix en lien avec la nature même du capitalisme pourvoyeur de guerre et de barbarie. Il est toujours d'actualité de se rappeler certaines de ses citations. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée l'orage, posant ainsi la question de la lutte contre le capitalisme pour imposer la paix. Il a aussi écrit « L'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramènent, expliquant que le combat international donnait aussi du sens au combat mené dans chaque pays. » Le congrès de la CGT à Amiens en 1906, qui donne naissance à la charte d'Amiens, est aussi placé sur le terrain de la bataille antimilitariste, et au congrès de 1910, le chansonnier Montéus chante des refrains contre la guerre. Le 16 décembre 1912, la CGT organise une grève pour la paix, mais dès 1913, Léon Jouot, dirigeant de la CGT, prend position contre les partisans de l'antimilitarisme. Dans cette période, il y a sur le plan international, au sein du mouvement ouvrier, des divergences sur la question de la paix. C'est la faillite de la Deuxième Internationale et les sociaux-démocrates allemands ne se mobilisent pas pour la paix. Dans ce contexte, la CGT organise une manifestation pour la paix le 27 juillet 1914 et 4 jours plus tard, c'est l'assassinat de Jean Jaurès à Paris au Café du Croissant. Au même moment, Jouot trahit ses engagements et plonge la CGT dès le 4 août dans l'union sacrée en soutenant le gouvernement et la guerre. Des militants vont se lever dans la CGT pour s'opposer aux volte-face de Jouot et plus particulièrement Pierre Monat, fondateur de la Vie ouvrière, dirigeant confédéral de la CGT, qui démissionnera quelques mois plus tard de ses responsabilités et diffusera sous forme de tract clandestin sa lettre de démission. Ces militants préservèrent l'honneur de la CGT et leur combat fut admirable. Dans sa lettre de démission, Monat écrit au Comité confédéral national de la CGT en décembre 1914 « Je suis contre la position de Léon Jouot, contre l'intégration de la CGT au plan de guerre et du gouvernement, contre le langage de militants comparable aux nationalistes. Le devoir, c'est de parler de paix. Les appels des socialistes en faveur de la paix ne trouvent pas d'écho dans la CGT. La CGT s'est déshonorée et je renonce à mon mandat. » Pierre Monat fut un authentique dirigeant de la CGT, pacifiste, antimilitariste et internationaliste. Il faut aussi souligner que le syndicat CGT des instituteurs s'est inscrit pleinement dans cette bataille. Devant cette situation au plan international, Lénine prône la rupture totale avec les sociaux-démocrates et plaide pour la fondation d'une nouvelle internationale. C'est dans ce contexte que se déroule la conférence de Zimmerwald en 1915, qui réunit des militants de nombreux pays. Le manifeste est rédigé par Léon Trotsky, qui écrit notamment « La guerre est le produit de l'impérialisme, du chauvinisme et du militarisme. Le manifeste appelle l'union des travailleurs de tous les pays dans la lutte contre la guerre. Il faut entreprendre cette lutte pour la paix
pour la paix sans annexion ni indemnité de guerre, mais une telle paix n'est possible qu'à condition de condamner toute pension de violation des droits et des libertés des peuples. Deux responsables de la CGT, Merheim de la Fédération de la métallurgie et Bourderon de la Fédération du tonneau, vont participer à cette conférence qui va avoir un retentissement dans le mouvement ouvrier international. Et de plus en plus de militants de la CGT, ainsi que des socialistes comme Jean Longuet, vont devenir zimmerwaldiens et s'opposer à la guerre. Et en Allemagne, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg s'engagent pour que naisse une nouvelle internationale sur les ruines de l'ancienne, mais sur des fondements nouveaux. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la CGT lutte pour le désarmement et Léon Jouot se rend à l'Assemblée de la SDN. Pendant la scission entre la CGT et la CGTU, entre 1921 et 1936, la CGTU va renouer avec les traditions antimilitaristes en s'opposant aux menées impérialistes et à la guerre du Rif. En 1927, la CGTU mène une intense bataille pour la défense de Sacco et Vanzetti. Les enseignements de cette période démontrent que la lutte pour la paix ne fut pas un long fleuve tranquille dans la jeune CGT, mais que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le combat pour la paix est bien dans l'ADN de la CGT. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la CGT traverse d'abord une crise dans le cadre des conséquences du traité germano-soviétique qui voit les militants communistes exclus de la centrale syndicale en 1939. Vichy met en cause l'existence même de la CGT et de ses syndicats, et la grande majorité des militants CGTistes s'engagent pleinement dans la résistance et en tout premier lieu les cheminots qui vont payer un lourd tribut face à la répression nazie. Le 17 octobre 1943, les accords du Péreux scellent la réunification de la CGT qui lance le 12 décembre 1983 un appel aux ouvriers disant « En combattant, la classe ouvrière ne se coupe pas de la nation, au contraire. Revendiquer un salaire meilleur est un devoir national. La cessation collective du travail, à ce moment-là, devient une action sociale et patriotique. De fait, la lutte des classes est aussi une arme pour faire la guerre à la guerre. » Au regard de l'histoire, il est intéressant aussi de revenir sur les batailles menées par la CGT face aux guerres en Indochine, au Vietnam et en Algérie. Face à la guerre d'Indochine, la CGT, entre 1945 et 1954, va jouer un rôle majeur de soutien aux peuples victimes de la politique du colonialisme français. La CGT avait tissé des liens forts avec Ho Chi Minh dès 1919, lors de sa présence à Paris, et même si elle soutient l'Union française après la libération, tout comme le Parti communiste et Ho Chi Minh lui-même, c'est la bataille pour la paix qui va être le moteur de son activité. Le 27e congrès de la CGT, en avril 1946, adresse un salut fraternel aux travailleurs des pays opprimés par l'impérialisme français et les assure de toute sa solidarité. Dans les conditions difficiles de l'époque, où la classe ouvrière est confrontée aux pires difficultés en France, la CGT va réussir à faire grandir l'idée parmi les salariés du bien fondé de l'action et de la solidarité internationale pour la libération d'un peuple. De nombreuses rencontres sont organisées avec les syndicalistes vietnamiens et la CGT lance le mot d'ordre « Paix au Vietnam » et négociations avec Ho Chi Minh. S'appuyant sur ses positions de classe, la CGT déclare que cette guerre n'est pas juste, qu'elle n'est pas la guerre du peuple français, mais celle de la Banque d'Indochine. Au congrès de la CGT en 1948, il est décidé d'agir plus fort et plus vite pour aider les peuples qui souffrent face aux atrocités de l'impérialisme français, et des actions de solidarité sont organisées par les marins et les dockers CGT pour empêcher l'acheminement du matériel de guerre en Indochine. En 1950, sur le port de Toulon éclate l'affaire Henri Martin, au lendemain de l'appel de Stockholm initié par Joseph Curie contre l'armement nucléaire, et dans un contexte de féroce répression contre des dirigeants de la CGT qui sont arrêtés et conduit en prison. Henri Martin, à son retour d'Indochine, fait sur le port de Toulon de la propagande contre la guerre et il est arrêté et emprisonné. La CGT, aux côtés d'autres organisations du mouvement ouvrier, va mener dans toute la France une grande bataille pour la libération d'Henri Martin, en lien avec la bataille pour la paix, et ce, jusqu'à sa libération. La CGT appelle la classe ouvrière à agir dans toutes les entreprises
pour empêcher l'impérialisme français d'acheminer son matériel de guerre, et elle organise des solidarités concrètes. Mais le ver était dans le fruit aux accords de Genève en 1954, et très vite l'impérialisme américain, qui avait soutenu financièrement et politiquement l'impérialisme français, va prendre le relais pour mener une terrible guerre au Vietnam. La CGT va s'engager à nouveau pleinement contre cette sale guerre, en assurant une formidable solidarité concrète au peuple vietnamien et en agissant à l'échelle internationale via la FSM de l'époque pour que la lutte pour la paix et la solidarité prennent une réelle dimension internationale qui va peser dans le rapport de force. Georges Segui se rend en 1966 au Vietnam et rencontre les syndicats ainsi que Ho Chi Minh. À son retour, un meeting est organisé à Paris pour soulever l'indignation populaire contre l'agresseur. En 1968, la campagne Un bateau pour le Vietnam va permettre d'envoyer au peuple vietnamien 5000 tonnes de matériel et la CGT place la manifestation du 1er mai 68 sous le double signe de l'unité et de la solidarité avec le peuple vietnamien. Quelques jours après, ce sera la grève générale de 10 millions de travailleurs. Les actions multiples se poursuivront jusqu'à la victoire du peuple vietnamien. Concernant l'Algérie, la CGT sera la première organisation à parler de guerre d'Algérie et non des événements comme on le disait à l'époque. Les Algériens en France qui travaillent dans la métallurgie et le bâtiment sont massivement syndiqués à la CGT et luttent avec elle pour améliorer leur sort, et la centrale syndicale prend en charge avec eux la question nationale algérienne et les revendications qui en découlent. De fait, entre 1950 et 1952, la CGT sera au sens large du terme une véritable école politique pour les Algériens travaillant en France. Entre 1952 et 1956, la CGT se recentre sur l'unité d'action dans les entreprises, tout en se prononçant pour les justes revendications et aspirations des masses algériennes, puis prendra ensuite toute sa place dans la bataille pour la paix et l'indépendance en Algérie. Le 17 octobre 1961, l'État français colonialiste commet un crime en réprimant une manifestation d'Algériens qui coûtera la vie à 200 d'entre eux, et le 8 février 1962, lors d'une manifestation contre l'OAS et la guerre d'Algérie, la police réprime férocement les manifestants au métro Charenne, faisant 9 morts, dont 8 sont militants de la CGT. Au cours des dernières décennies, la CGT a toujours été active sur le terrain de l'action pour la paix, même si l'on peut regretter et s'inquiéter des difficultés actuelles à mobiliser les masses de travailleurs pour exprimer leur solidarité aux peuples victimes d'oppression et de guerre. Si l'histoire de la CGT est liée au combat permanent pour la paix, ce ne fut jamais facile. La bataille pour la paix est toujours liée au contexte politique, économique et social et au rapport de force existant entre les classes antagonistes. La lutte pour la paix est partie intégrante de la lutte contre l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et c'est bien pour cela qu'en toutes circonstances, il ne faut rien lâcher. Le capitalisme surmonte ses crises en amplifiant sa politique militariste qui développe guerre, famine, migration et misère dans le monde entier, et c'est l'affreuse actualité de la période que nous traversons. Comme disait Lénine, l'impérialisme, c'est la réaction sur toute la ligne. Puisse cette initiative de ce jour contribuer à renforcer la conscience de classe indispensable pour comprendre les enjeux actuels et relever les défis de demain. À bas la guerre, vive la paix et vive la solidarité internationale.